Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de juin qui est peut-être le dernier de la saison. Alors j'allais dire, l'affaire est compliquée parce que j'ai invité Pierre Fourniot qui dirige la Manufacture de livres et qui est cette année le lauréat des trophées de l'édition, meilleur éditeur de l'année. Donc on est très content pour lui. Je veux qu'on raconte un peu l'histoire de cette maison que je trouve extrêmement intéressante. Vous savez aussi que depuis un certain temps, j'invite pas mal d'éditeurs, notamment indépendants, parce qu'il me semble que les grandes manœuvres qui se passent en ce moment dans l'édition sont assez périlleuses, disons, pour la création. Et pourquoi je dis c'est compliqué ? Parce que j'ai aussi invité une de ses auteurs, Samira Sedira, pour un livre que j'ai absolument adoré, qui s'appelle Un jour j'ai menti. Et je dirais pourquoi je trouve que la construction de ce livre est magnifique et qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on a lu justement. Bon, évidemment que c'était une histoire d'imposture, le Un jour j'ai menti, mais ça n'a rien à voir avec les impostures qu'on nous propose habituellement. Elle a complètement renversé la chose et je trouve ça tout à fait extraordinaire. Et puis, je voudrais quand même qu'on ait un peu de temps pour parler de ce livre que je trouve assez extraordinaire aussi, pour d'autres raisons. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas un roman, ça s'appelle Des feux dans les mots, et ce sont des mémoires des assassinats de l'école Ozaratora. Et peut-être en fait, bien que je déteste mettre mes lunettes comme vous savez, je vais peut-être commencer par dire deux mots de ce livre, et on verra si on peut y revenir après. Donc, il y a une préface de Delphine Orviller qui commence comme ça. Dans presque toutes les langues, le mot texte et le mot textile sont de la même racine. En anglais, par exemple, l'intrigue d'une histoire se dit plot, et en hébreu, les traités du Talmud s'appellent maseka, la trame du tisserand. Nos récits se construisent toujours de fils entrecroisés. Les mots, comme des nœuds et des crochets, tissent une fabrique de sens qui nous permet parfois de raconter nos histoires. Donc ensuite, après la préface, commencent ces témoignages. Et je voulais vous lire juste le début, parce que tout de suite, on comprend à quel point ce livre va être important et intéressant. Témoin 1, la rue Jules Dalou. Témoin 9, c'est très tranquille, comme vous pouvez voir. Témoin 1, ma fille y habite depuis longtemps. C'est un quartier tranquille. Il y a des caméras de vidéosurveillance partout. Témoin 9, on n'entend rien, sauf quand il y a une fête à la synagogue que la rue se remplit. L'école juive, avec sa synagogue, a amené de la vie. Parce que le jour de Shabbat, par exemple, quand les personnes marchent à pied en famille et convergent vers la synagogue, ça fait du monde. Ça fait quelque chose de vivant. Sinon, c'est pas très vivant. Témoin 1. On se dit qu'il n'y a pas d'endroit où on peut être mieux, il y a des caméras partout. Témoin 5. Je suis arrivée en même temps que le tueur. Donc je l'ai vu tuer tout le monde. J'ai assisté à tout. J'avais mes enfants dans la voiture. Ma fille, elle s'est arraché les cheveux dans la voiture, ma fille. Elle avait une poignée de cheveux dans la main tellement qu'elle a eu peur. C'est une horreur. Le petit n'était pas à Ozar, il n'avait que 3 ans, il était petit. Mais aujourd'hui, il vous raconte comment ça s'est passé exactement. Il n'a rien oublié. Le temps n'a rien effacé, au contraire. Plus ça avance, plus il en souffre. Mon fils, dès qu'il entend un scooter, il saute en l'air. Le psy assermenté par les tribunaux, il a dit qu'il avait été choqué. Il n'y a pas un jour où il n'y pense pas, le petit. Il n'arrive pas à s'endormir seul le soir. Et il va faire 14 ans, hein ? Donc, ça fait 10 ans que ça dure. Je crois qu'on a tout de suite compris ce qu'était ce livre. Pourquoi vous l'avez publié, Pierre Fourniot ? C'est pas censé être un best-seller, mais c'est un livre extrêmement important. Bonjour. Oui, ça fait partie de ces livres qui existent, j'allais dire, préalablement à leur publication. Et quand j'ai reçu le projet, je ne me suis pas posé la question de se dire est-ce que je le publie ou est-ce que je ne publie pas ? Le livre, il existait, il est tellement fort, il est tellement issu du travail de beaucoup de personnes. Au tout départ, c'était un projet qui n'était pas un projet littéraire à proprement parler. C'est un projet qui a été mené par les Militants du Savoir, qui sont une organisation qui essaye de faire de l'éducation populaire, qui s'intéresse beaucoup aux radicalités, à la coexistence et des populations entre elles. Et donc, ils avaient un projet qui était de recueillir, pour un travail à la fois de mémoire et de reconstruction un peu du quartier, les témoignages de tous les gens de la rue Dalou, donc à la fois les gens de l'école Ozaratora, les gens qui avaient assisté à l'attentat en question, pour essayer de reconstruire comment on survit quand on est dans un lieu comme ça qui est chargé de cet événement extraordinaire. Et ils ont recueilli des témoignages bruts. Chaque témoignage a donné lieu à un livre qui a été remis aux témoins, un seul exemplaire qui a été remis aux témoins. Et c'est les témoignages bruts du souvenir de ces événements 10 ans après.
Mais alors, ce Gabriel de Richaud, dont le nom figure sur la couverture. Alors Gabriel de Richaud, en fait, il a été sollicité, puisqu'au moment du 10e anniversaire de l'attentat de l'école Ozar Hatorah, il a été prévu de faire une lecture de ces témoignages. Et lui, en tant que metteur en scène et créateur, écrivain, il a fait ce travail dont parle Delphine Orwiller dans la préface, c'est-à-dire de prendre des morceaux de ces témoignages, de les tisser entre eux, pour faire une œuvre à la fois théâtrale et littéraire, qui emprunte aussi à la poésie, à la littérature, mais qui est constituée de faits bruts. Et donc ça donne ce livre un peu incroyable, un peu étonnant, dont évidemment la lecture est parfois très éprouvante. Et la représentation théâtrale par 10 acteurs qui jouent le rôle de 10 témoins, qui sont juste des lecteurs, hein. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'effet particulier sur c'est quelque chose de très fort. Donc c'est un livre, on se dit voilà, il existait, il existe, il s'imposait, la publication s'imposait. Ouais. Donc je le rappelle au cas où on n'aurait pas le temps d'en reparler, ça s'appelle donc Des feux dans ces mots. Et c'est le témoignage, comme vous venez d'expliquer, d'un certain nombre de gens qui étaient là et qui ont vu, ou pas tous vu d'ailleurs, ce qui se passait. Exactement. Alors, parlons de vous, Pierre Fourniot. Donc, la manufacture de livres. D'abord, pourquoi l'avoir appelée comme ça ? Quand j'ai monté la maison il y a une dizaine d'années, la mode était au titre, au nom assez court, assez anglophone. Et donc, comme je faisais un peu ma crise d'adolescence genre sur le Globe, tard, etc., genre Globe. Je voulais même l'appeler la manufacture de livres et d'articles imprimés de Paris. Parce que j'avais une sorte de fantasme de camionnette avec écrit ça en italique sur les bords. Bon, ça pose un peu problème maintenant pour l'adresse mail de la maison. Mais il y avait aussi cette notion puisque c'est pour ça que j'ai créé la manufacture de livres, j'allais dire très modestement, puisque mon idée était de faire une maison à taille très humaine, une petite maison, et qui avait cette notion de manufacture, et qui soit articulée autour des auteurs, ce qui peut paraître complètement absurde, puisque évidemment un livre c'est un auteur, un texte, et un éditeur doit s'occuper de la diffusion et de la distribution de ces ouvrages. Mais j'avais travaillé dans des grands groupes d'édition, et j'avais constaté avec effarement, et je ne suis pas le seul, parce que beaucoup de petites maisons sont nées un peu sur ce phénomène, que petit à petit, l'élément le plus oublié dans la fameuse chaîne du livre, c'était l'auteur. Et j'ai vu dans des grandes maisons des auteurs qui étaient un peu perdus, qui ne savaient pas du tout ce qu'il en était après qu'ils aient remis leur texte, ce qui allait se passer, comment le livre allait être présenté en librairie. Et donc, voilà, cette idée, donc je suis ravi qu'il y ait une autrice qui m'accompagne, puisque cette idée, c'est ça, c'est de travailler avec les auteurs, de faire vivre ce duo qui paraît très inhérent et complètement la base de l'édition, mais que parfois on oublie un peu dans ces fameuses grandes manœuvres que vous évoquiez au tout début. Oui, mais vous avez créé la maison en 2009, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Et comme vous avez travaillé dans des grands groupes d'édition, vous saviez tout de même que c'était extrêmement périlleux de lancer une maison indépendante tout seul. J'avais travaillé déjà dans l'édition, donc j'ai pas réfléchi dans l'édition, il faut souvent pas réfléchir et sauter dans la piscine avant de... Et vous êtes actionnaire à 100% de la maison ? Oui, absolument. On est une équipe de 3 personnes. Il y a Flora Morisset qui nous accompagne, qui s'occupe de la presse, de la communication. Qui est là, qui ne veut pas parler. Mais tant pis, on va respecter son silence. Donc en grande communicante, elle ne veut pas parler. Et puis il y a Marianne Lacoma qui travaille avec moi, qui s'occupe de toutes les relations avec le réseau de la librairie, puisque la particularité d'une petite maison comme la mienne, il y en a beaucoup, et elles vivent grâce au tissu de libraires indépendants qu'il y a en France. On bénéficie je ne vais pas faire un cours didactique sur l'histoire de l'édition, mais depuis la loi du prix unique, ça a permis de créer beaucoup de points de vente de livres qui font leur métier de faire découvrir à la fois des auteurs, des petites maisons, et donc ce tissu fragile qui existe depuis maintenant une 40aine d'années permet l'éclosion, quand on n'a pas beaucoup de moyens, de petites maisons comme la mienne. Mais donc, si j'ai bien compris, parce que ce que j'aime beaucoup chez vous aussi, c'est que vous êtes un éditeur très éclectique. Vous publiez des livres tout à fait différents, parfois bien sûr des romans, mais pas seulement des romans. Et si j'ai bien compris, c'est 20 titres par an, c'est fixe chez vous. Fiction, oui, non au-dessus, fiction. Comme c'est moi qui fais le choix des manuscrits et qui m'occupe de la partie éditoriale, au-dessus de 20, ça me ferait trop de travail. Mais j'allais dire, est-ce que c'est le syndrome de Jérôme Lindon ? C'est-à-dire... Jamais plus de 25 livres, disait Jérôme Lindon. Il a tenu comme ça toute sa vie, ce qui est assez extraordinaire, parce que très souvent, ça a été l'exemple d'Actes Sud, par exemple, les maisons veulent grossir, un peu la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf.
Moi, je suis toujours un peu dans le doute, donc c'est vrai que j'apprends en éditant, et je me vois mal faire plus de 20 livres par an. Et je me méfie du succès, et je préfère rester à mon petit rythme artisanal. Mais parfois, vous publiez des livres qui coûtent cher, parce qu'il y a des photos, des livres qui sont des albums, en fait. J'ai publié l'an dernier un livre sur le Bataclan, Oui. un sujet aussi pas très joyeux, avec des photos de rescapés du Bataclan et leurs témoignages. Pareil, c'est un livre qui s'est un peu imposé à moi, en fait. Donc c'est vrai que mon grand luxe en tant que petit éditeur, c'est que je suis pas arc-bouté sur les chiffres de vente et sur les résultats économiques de la maison. Elle doit juste vivre d'année en année. Et ça me permet de publier des livres. Voilà, c'est un projet qui s'est aussi imposé à moi, et je regarde pas si la viabilité économique du projet. Alors, Samira Sedira, vous avez déjà écrit et déjà publié aux éditions du Rouergue. Alors, pourquoi êtes-vous venue à la manufacture de livres ? Eh bien, tout simplement parce que mon éditrice, Sylvie Gracia, qui travaillait au Rouergue, est partie du Rouergue et s'est installée à l'Iconoclaste. Et elle travaille maintenant en tant qu'éditrice à l'Iconoclaste. Et Nathalie Desmoulins, qui travaillait aussi au Rouergue, on lui a cédé la collection, donc La Brune au Rouergue. Et je m'entendais très bien avec elle, mais la relation avec un éditeur ou une éditrice est tellement particulière que c'est une relation de confiance, une relation qui se tisse d'année en année, de livre en livre. Et je me sentais un peu orpheline, à vrai dire. Et je me suis dit, quitte à recommencer, il faut choisir un autre éditeur et puis, commencer une autre histoire. Vous auriez pu la suivre à l'Iconoclaste ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit qu'il fallait que je recommence quelque chose. Et puis, la maison Pierre Fourniau, sa réputation le précédent, puisqu'on dit quand même que c'est quelqu'un qui s'occupe très bien de ses auteurs. Et puis, j'aime beaucoup aussi les textes qu'il publie. Je me suis dit, je vais tenter. Et puis, voilà, je lui ai envoyé mon manuscrit. Et puis ça a matché. C'est sûr que c'est pas pour rien qu'il a reçu le trophée de l'édition de éditeur de l'année. Et puis, il a découvert beaucoup de gens. Il a découvert Franck Bouys, qui a eu la mauvaise idée de partir pour de l'argent, comme ça se fait toujours d'ailleurs dans l'édition. Mais je trouve pas que ce soit la meilleure chose à faire pour un auteur. En tout cas, s'il se sent plus écrivain que marchand. Et Benoît Sévérac, et puis Laurent Petit-Mangin, qui a eu le prix féminin des lycéens pour son premier roman et qui revient là. Et qui revient à la rentrée. Vous l'avez, le livre, sur vous ? Je l'ai. Vous pouvez le montrer ? Les Terres animales. Oui. Voilà, un roman très différent de ce qu'il a fait précédemment. Il avait publié Ce qu'il faut de nuit, qu'il a fait découvrir. Ensuite, un livre aussi très différent, Ainsi Berlin, qui se passait dans le Berlin de l'après-guerre. Et là, c'est un roman qui met en scène une poignée de personnages, parce que ce qui l'intéresse, c'est les relations entre les personnes, les relations d'amour, les relations d'amitié, la fidélité, l'infidélité, la transmission, les enfants, mais tout ça dans un contexte qui est très particulier, puisque c'est dans une région de France qui a subi une catastrophe nucléaire. Donc c'est pas de la dystopie ni de la science-fiction, puisque quand on suit l'actualité, c'est quelque chose qui... C'est juste chose qui anticipe sur la réalité. Voilà, et comme... alors il a été inspiré par un reportage qu'il a vu sur ce qui s'est passé après l'accident de Fukushima, où des habitants ont décidé de rester, puisqu'on leur a laissé la liberté de vivre dans la zone irradiée, et des personnes essentiellement âgées ont décidé de rester chez eux. Comme ça s'est passé d'ailleurs dans les zones inondées d'Ukraine, là où des gens ont préféré rester dans leur maison et ne veulent pas quitter leur lieu. Donc c'est dans ce contexte-là d'une zone un peu hors du monde et toujours dans le monde, dans lequel une petite société va se réorganiser. On va voir ce qu'ils vont garder des règles de la société actuelle, ce qu'ils vont inventer, comment on imagine enfanter, comment on imagine l'avenir quand on vit dans ce contexte-là. Donc quelque chose de très différent, mais on retrouve les grandes qualités de Laurent Petit-Mangin, c'est-à-dire qu'il crée des personnages qui existent vraiment, et dont on garde le souvenir longtemps. Et il est décrit à merveille la complexité et la richesse des rapports humains. Alors pour celui-là, vous devrez attendre un tout petit peu pour l'acheter, mais maintenant vous en avez quand même plein à acheter. Alors je veux qu'on parle longtemps de Samira, donc je ne voudrais pas qu'on s'attarde trop sur d'autres, mais il y a un livre qui a été publié chez vous qui s'appelait Les Contemplés de Pauline Hillier, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Vous pouvez en dire juste 2 mots sur un peu l'atmosphère, l'endroit où on est dans ce livre.
Alors en fait, on est, j'allais dire, dans quelque chose d'assez classique. C'est de la littérature carcérale que j'aime beaucoup. Donc c'est une jeune Française qui se retrouve emprisonnée à la prison de femmes de Tunis, à la Manouba. On apprendra pourquoi à la fin du livre. Et elle se retrouve dans une cellule avec une vingtaine d'autres détenus. Elle ne parle pas la langue. Elle a l'impression d'être au milieu d'un groupe de hyènes. Et petit à petit, elle va découvrir que ces prisonnières ont chacune un destin. Elle va commencer à s'attacher à elles. Et elles vont développer entre elles des relations d'une très grande richesse. Ce qu'on appelle maintenant la sororité. Et donc, Pauline va raconter cette histoire jusqu'à sa libération. Et c'est un livre extraordinaire et très poignant. Alors justement, dans mon désordre, je ne l'ai pas retrouvé, mais je vous le recommande vraiment. C'est à la manufacture de livres, bien sûr. Elle s'appelle Pauline Iliel, et ça s'appelle Lilier, et ça s'appelle Les Contemplés. Pauline Ilier, Les Contemplés, à la manufacture de livres. Vraiment, c'est un très beau livre, je trouve très intéressant sur les rapports aussi entre les personnes, puisque vous en parliez à propos de Laurent Petit-Mangin, c'est pareil. Alors, je ne voudrais pas qu'on passe trop de temps non plus sur Fabrice Tassel, et pourtant je l'ai beaucoup aimé. C'est aussi quelqu'un qui a écrit ailleurs, mais c'est le premier livre chez vous. Et c'est l'histoire d'un juge d'instruction, mais c'est l'histoire aussi d'un secret de famille très lourd, très complexe. Oui, c'est l'histoire l'accident d'un enfant, la disparition d'un enfant au sein d'un couple, donc un sujet extrêmement difficile, extrêmement poignant. Et après, une enquête, puisque c'est un livre noir, mais au sens policier, puisque j'en publie beaucoup. Et donc, petit à petit, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement, s'il y a accident ou pas accident, et découvrir un peu la complexité des rapports au sein de ce couple. Mais je préfère l'idée de roman noir plutôt que l'idée de policier, parce que c'est plus ça qui m'a frappé dans ce livre. J'allais dire, je pensais à Patricia Highsmith, c'est-à-dire la manière d'instaurer la noirceur, d'instaurer le malaise. Parce que je me bats toujours contre le fait qu'on considère Patricia Highsmith comme une auteure de romans policiers. Je pense que ça n'est pas une auteure de romans policiers. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi le Fabrice Tassel. Et puis, alors là, c'est un livre d'un psychiatre qui est sorti de sa profession, si on peut dire, pour faire un livre qui s'appelle Une thérapie. C'est un premier roman. Et je l'ai juste un tout petit peu lu, pas entièrement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire, Pierre Fourniot, de ce... En fait, c'est l'histoire d'un psychiatre qui a fait une tentative de suicide, qui est lui-même interné dans un hôpital psychiatrique, qui souffre d'un mal qui s'appelle la mélancolie, qui est la forme la plus grave de la dépression, qui peut effectivement amener au suicide. Et il va dialoguer avec un autre psychiatre qui le suit. Ce dialogue va prendre la forme d'échanges épistolaires pour leur faire gagner du temps à tous les deux. Et on va découvrir l'origine de la mélancolie de ce psychiatre, qui est tout simplement une histoire d'amour. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase que j'aurais aimé prendre comme titre, qui est une définition de l'amour, l'illusion délirante d'être aimé, qui est à l'origine du mal de ce psychiatre. Et il y a un retournement à la fin, parce que beaucoup de livres que je publie empruntent à la tradition de Je ne dis rien. Parce qu'on ne dira rien non plus de la fin du livre de Samira, je peux vous dire tout de suite. Mais beaucoup de mes livres empruntent à la tradition justement du roman, de la littérature de genre, comme on dit, du roman noir ou du roman policier, puisque une de mes préoccupations, c'est que les lecteurs aient envie de tourner les pages et d'aller jusqu'au bout. Et donc, il y a ce rythme et ce twist final, comme on dit maintenant, à la fin de ce livre, Une thérapie de Léo Kern. Moi, il me reste encore Une thérapie de Léo Kern à la manufacture de livres. Il faut aller l'acheter. Moi, il me reste encore à découvrir justement le twist final. Mais Je ne vous dis rien. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le peu que j'ai lu mal, donc c'est pour ça que je déteste les gens qui disent qu'ils ont vraiment lu un livre qu'ils n'ont pas lu. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'un psychiatre devienne patient. Ouais. Puisque il est patient de l'autre psychiatre. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, ça crée un duo très original. C'est vraiment intéressant comment le moment où quelqu'un qui fait un métier devient le patient de quelqu'un d'autre. Il connaît lui-même toutes les étapes de la thérapie telles qu'on l'enseigne aux psychiatres. Alors, Samira Sedira, tout à l'heure, je disais que votre livre, évidemment, qui s'appelle Un jour j'ai menti, et la personne qui a trouvé le titre se trouve là, mais ne veut pas venir parler de pourquoi elle a trouvé ce titre, parce que le titre précédent, c'était la doublure qu'on peut comprendre en lisant le livre, mais qu'on ne comprend pas. C'était un titre provisoire, parce que je n'arrivais pas à trouver parce qu'en effet, il y a une histoire de doublure dans ce livre. Oui. Mais je disais que ça n'était pas justement l'habituel roman sur les imposteurs, bien qu'à un moment, elle cite, la narratrice cite
les romans qui ont existé sur romans et tout, etc. Mais justement, les romans qu'on connaît d'habitude sur les imposteurs, on nous raconte toute l'histoire de l'imposture et comment elle a été découverte. Alors que vous faites le contraire. Vous partez du moment où l'imposture a été découverte. Et donc, la narratrice a fait la fémis comme une de ses amies, laquelle vient d'être quittée par son copain parce qu'il ne voulait pas d'enfant et qu'elle lui en a fait un quand même. Je pense que tous les hommes me comprendront, c'est jamais agréable. et donc, la fille lui dit, voilà, cette femme dont vous allez expliquer l'imposture, cette femme est une femme brisée, mais ce serait peut-être bien qu'elle raconte son histoire devant une caméra pour qu'on comprenne ce qui a pu l'amener à faire cette chose, à mentir. Un jour, j'ai menti, et quand on ment un jour, parfois, découle le fait qu'on ne peut plus sortir du mensonge. C'est un peu ce qui lui est arrivé, sans doute, ou qu'elle n'a pas osé. En tout cas, dites déjà pourquoi elle était célèbre et pourquoi sa célébrité a volé en éclats. Alors, cette femme, donc, qui s'appelle Niki Delage, rien que son prénom, déjà, c'est une première imposture, puisqu'il a été emprunté à Niki de Saint-Phal, donc les parents... et il ne s'écrit pas de la même façon, puisqu'il y en a deux, alors que Niki de Saint-Phal, il me semble qu'il n'y en a qu'un. Ou c'est l'inverse. Bon, un K. La lettre K. Bref, c'est déjà une première imposture. Donc cette femme est une grande avocate qui est aussi présidente d'une association qui s'occupe des plus démunis, principalement les gens qui n'ont pas de toit. Donc tous les problèmes de logement, les plus démunis, les gens qui n'ont plus d'argent, les gens qui ne peuvent plus se loger. Donc elle passe sa vie à ça. C'est vraiment... c'est vraiment, ça fait partie de son existence et c'est vraiment quelque chose qu'elle mène vraiment à bien tous les jours. À tel point que on lui propose d'entrer au gouvernement français. Et donc elle accepte. Et quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, à la matinale de France Inter, un journaliste annonce que cette femme qui disait venir d'un milieu ouvrier, ça j'ai oublié de le préciser, qui disait venir d'une grande famille, des hauts fourneaux de Lorraine. Et d'avoir un grand-père algérien. Avec un grand-père algérien, absolument, un indépendantiste algérien. Au fond, cette femme a menti sur toute la ligne. Et d'où vient-elle alors ? D'où vient-elle ? Cette femme, en fait, est la fille d'un riche industriel. Et son grand-père algérien n'existe pas. Son grand-père est en réalité un riche vigneron, donc qui est propriétaire de nombreuses vignes. Et c'est une femme, en fait, qui vient quand même d'un milieu aisé. Très aisé. Très aisé. Très aisé, en fait. Oui, très. Mais alors, vous avez mis en épigraphe du livre une phrase que je trouve très belle. Il se pourrait que la vérité fût triste. Oui. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui annonce tout le livre. Eh oui. Parce que dans tout le livre, à la fin, on ne va pas tout dire évidemment, mais il y a quand même une recherche de la vérité d'un certain nombre de gens qui se met en place, parce que quand on fait un film, on ne va pas voir seulement la femme en question, mais on essaie d'aller voir, on enquête, on essaie d'aller voir des gens autour pour recueillir des témoignages, et à travers un des témoignages, on va comprendre une vérité très forte. Et en effet, c'est une vérité très triste. Mais oui, il me semble que les vérités sont tristes à dire, sinon on ne les tairait pas, sinon on ne les cacherait pas, on ne les dissimulerait pas. Et la vérité de Niki, donc je vais peut-être pas entrer trop dans le détail parce qu'on déflorerait trop le roman. Voilà, c'est ça, il faut pas trop en dire. Pas trop en dire, mais on peut montrer comment, par exemple, elle était presque surnommée Mère Niki. Elle était comme une sorte de mythe, quoi. C'est-à-dire que tous les gens déshérités qu'elle a aidés la porter au nu, et au fond, on s'apercevra peut-être plus tard que certains lui sont restés fidèles, mais ça, on ne va pas trop en dire non plus. Même s'ils sont peu nombreux, certains lui sont restés fidèles. Mais principalement, peut-être, alors la femme avec qui elle vit depuis cette déchéance, puisqu'elle est repartie dans la maison que lui ont... C'était leur maison de vacances. C'était leur maison de vacances qui appartenait à leurs parents. Les parents lui ont cédé cette maison. Elle vit dans un village dont je nomme pas le nom. Donc on ne sait pas trop où ça se situe, près d'un petit village. Elle vit là avec Fanny. Alors Fanny, c'est une femme qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Oui, ils étaient ensemble à l'école.
Non, 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 pas vraiment, puisqu'elle Oui, elles venait ont là en 3 ans de vacances. différence. En fait, la Oui. mère de Fanny Oui. venait faire le ménage, Oui, en fait, le elles ont 3 3 ans de différence. Elle Voilà. est un tout petit peu plus jeune. C'est ça, absolument. La mère de Fanny s'occupait de la maison, en fait. Et Fanny venait avec sa mère et passait du temps avec Nikki. Donc, elles ont grandi ensemble, mais par période c'était soit l'été, soit pendant les vacances. Et elles se connaissent depuis toujours. Et elles ont une relation comme ça, assez particulière, assez complexe. On ne sait pas qui est la mère là-dedans, quel rôle joue chacune. Est-ce que ce sont des sœurs de lait? Est-ce que ce sont qui dominent? Moi, je me suis posé toutes les questions. Est-ce qu'elles sont amantes, mais par ailleurs, quand même... c'est curieux, parce que oui, on m'en a parlé aussi. Oui, parce que c'est pas parce que elle... c'est drôle. Et ça a échappé à mon contrôle. C'est pas parce que Fanny est mariée que ça empêche. Parce qu'il y a une espèce d'intimité tellement étrange. Tellement étrange, oui. On peut pas dire... c'est sûr qu'elles ont une histoire ensemble, mais vous avez réussi à instaurer une intimité tellement singulière et tellement étrange qu'elle pose plein de questions. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est dans la dépendance de l'autre? Est-ce qu'elles ont une histoire d'amour malgré tout? Est-ce que cette histoire d'amour est simplement, émotionnelle, ou est-ce qu'elle est physique? Enfin, c'est 2 personnages extraordinaires que vous avez réussi à créer. Parce que moi, finalement, elle devrait être très antipathique, cette Nikki. Et même avant, mais j'espère qu'elle ne l'est pas. Non, parce que même avant qu'on découvre qu'il y a forcément une blessure chez elle et que tout ça n'est pas arrivé par hasard, que tout d'un coup elle s'est pas dit je vais devenir comme ça. C'est beaucoup plus complexe. Mais elle n'est jamais antipathique. Jamais antipathique. J'espère pas, parce que notre rôle en tant qu'auteur, ce n'est pas de juger nos personnages, c'est de les faire naître et de les accompagner et d'essayer de comprendre, d'essayer de poser des questions. Alors, on n'a pas forcément de réponse, mais en tout cas, on essaie de faire naître ces réponses dans la tête du lecteur, et par ces réponses, comme ça, une extension de la réflexion qui peut être intéressante pour la compréhension des hommes, des femmes et de l'humanité. Parce que si je me mets à juger mes personnages, du coup, on se ferme la porte à toute possibilité. Même quand un auteur ne juge pas ses personnages, ils peuvent apparaître comme antipathiques. Absolument, c'est vrai. L'auteur ne contrôle pas absolument le sentiment du lecteur. Moi, ça m'est arrivé de dire à des auteurs, dans le livre, j'adore tel personnage, mais celui-là, je le trouve vraiment, il me déplaît singulièrement. Non, ce que je veux dire, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et l'auteur me disait, moi, ce qu'il ne faut pas, c'est le condamner, voilà, oui. qu'il soit antipathique ou pas. Voilà. Oui. Mais elle est pas pour moi, en tout cas, elle n'est pas antipathique. Non. Pourtant, elle en a fait beaucoup, parce que le grand-père est algérien, la famille de 8 enfants, elle en fait beaucoup quand même. C'est vrai. Elle en a fait beaucoup, mais ça va au-delà de l'imposture. Il y a même cette histoire de la transformation physique. Alors ça, c'est très, très étonnant quand même. Oui. Mais là, vous savez, je me suis inspirée en fait d'un personnage, je ne sais pas si vous connaissez cette femme qui est américaine et qui s'appelle Rachel Dolezal, qui s'est fait passer pour noire pendant des années, qui était aussi qui défendait un des personnages de Philippe Roth aussi s'est fait passer pour blanc alors qu'il était noir. Ouais, tout à fait. Donc elle s'est fait passer pour noire, elle défendait corps et âme les droits des Noirs américains, et elle s'identifiait comme telle. Et ça, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand elle s'identifie comme telle, de même que Nikki. Il y a pas de frontière en fait. Et pourtant, il y a une association d'un mensonge, de l'élaboration d'un mensonge, et donc quelque chose qui serait un peu faux, et pourtant une sincérité absolue dans cet engagement et politique et humain. C'est ça qui m'a paru assez étonnant. Parce qu'on finit par croire à son mensonge. Quand on finit par se construire une autre personnalité, on finit par le croire. Et on finit par devenir. Justement, je parlais de Philippe Roth, et il y avait eu tout un conflit, parce qu'il y a un critique américain qui s'appelait Anatole Broyard, et qui était lui aussi noir, et qui s'était fait passer toute sa vie pour blanc, et qu'il y avait cru. Et donc Wikipédia a pensé que Roth s'était inspiré de ce personnage. Et alors lui était furieux parce qu'il s'était pas inspiré de lui, même s'il connaissait l'histoire. Et là, c'est quand même génial, Wikipédia, il a écrit à Wikipédia qui lui a dit: monsieur, vous n'êtes pas une source fiable. Donc évidemment, comme il était Philippe Roth, lui il peut modifier. Maintenant il n'est plus là, Philippe Roth, mais il aurait pu modifier lui-même. Il ne savait pas faire ça, mais comme il était Philippe Roth, il a écrit une lettre dans le New Yorker. Wikipédia, évidemment, a obtempéré. Oui. Donc, il y a aussi une histoire très importante c'est qu'en fait, le cambriolage de son appartement
a été révélateur de plein de choses. Donc ça a été comme une sorte de curé contre elle après ce cambriolage de l'appartement. Oui. Après le cambriolage de l'appartement, donc, on s'est intéressé à elle. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de traces vraiment d'effraction et que c'était curieux quand même, ce cambriolage qui tenait pas vraiment debout. Donc, on s'est intéressé à elle et en s'intéressant à elle, on s'est enfoncé vraiment dans son histoire et on a découvert la supercherie. Mais alors la cinéaste, donc Luce, puisque c'est quand même elle qui est à l'origine du projet, elle tient beaucoup au cinéma. Elle pense que... moi, je pense que c'est le roman qui dit la vérité, mais elle pense que c'est le cinéma qui dit la vérité, plutôt que la réalité. Oui, elle pense que c'est le cinéma qui dit la vérité, mais parce qu'elle est cinéaste. Oui, et puis c'est une manière de dire aussi que c'est... Parce que là, ce sera... Évidemment, normalement, c'est un documentaire, donc c'est pas pareil. Mais ce serait aussi, si c'était un film de fiction, une manière de dire... Dans le roman, c'est un film de fiction. C'est ça, donc en fait, il doit être fait à partir de documents, donc c'est une sorte de docu-fiction, c'est ça, oui, une sorte de docu-fiction. Mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est cueillir, cueillir le réel et le transformer et en faire de la fiction. C'est la vérité. Oui, c'est en ça. Fait, ce qu'on n'arrive pas à savoir, mais sans doute c'est à cause de la fin du livre dont je ne parlerai pas, parce que ce qu'on n'arrive pas à savoir, c'est comment elle allait, malaxer les témoignages pour faire le film. D'ailleurs, il y a... ça c'est... Parce qu'il y a l'ancien amant de Nikki qui refuse d'être filmé déjà. Donc déjà, il faudra inventer quelqu'un pour faire son image. Oui, mais là, elle recueille des témoignages et à partir de ces témoignages-là, elles vont écrire une fiction. Mais les images ne servent qu'à... Ce sont juste des repères, des preuves pour recueillir. Pour monter la chose, pour monter le... Non, pas pour la monter, pour recueillir les témoignages. Pour recueillir les témoignages. Ouais. Non, quand même pour garder une trace, pour constituer une archive. Pour constituer Absolument. une archive pour le film, qui est une fiction et pas un documentaire. Ce qui m'a étonné, c'est que Nikki accepte d'être filmée. Oui, parce qu'elle n'existe que si on la regarde, Nikki. Nikki, c'est un peu l'histoire d'une quête identitaire, un peu une quête éperdue, identitaire. Et malgré tout, même si elle se cache, même si elle ne veut plus entendre parler de tout ça, elle n'existe que sous le regard de l'autre. Et ça, c'est ce qui l'a fait vivre. Mais vous lui faites dire une phrase terrible. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des faits. Eh oui. C'est vrai. C'est Nikki qui dit ça, mais je me souviens plus du tout l'avoir mis dans la bouche de Nikki. Moi j'ai écrit Nikki, 2 points. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des faits. En parlant d'eux, elle parlait de... Je crois que vous savez, quand elle raconte son histoire... Non, c'est d'abord quand elles arrivent, la première fois, elle n'est pas là. C'est Nikki qui dit ça. Elle n'est pas là. Donc elle n'est pas là, elle tombe sur Fanny et tout, etc. Oui, et c'est après, ça. Quand elle commence... Alors je ne sais pas si c'est filmé ou pas. Et quand tiré du contexte, quand là, c'est vrai que... Quand elle commence à parler, il y a cette idée que la vérité... Et ça, c'est très fort qu'elle puisse dire ça. Il n'y a pas la vérité, il n'y a que des faits. Parce qu'au fond, tout est construit là-dessus après. Oui. Moi, je pense qu'elle parle de son travail auprès des démunis. Parce que là, je ne sais plus du tout... Oui, je crois que c'est ça. C'est ça. Il n'y a que ça qui existe, il n'y a que les faits. Et en même temps, c'est vrai. La vérité, pour elle, il n'y a que des faits. C'est un truc flou. Ouais. La vérité, c'est... Au fond, sa vérité... C'est sa vérité à elle. Sa vérité, c'est ce qu'elle a fait. Absolument. Et ce qu'elle a fait est indéniable. Complètement. Personne ne peut l'effacer, ce qu'elle a fait. Complètement. Personne. Oui, personne. Oui. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas du tout pourquoi on efface ces actes-là. Enfin, et c'est ça qui la rend assez amère. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire, parce que c'était ce qui pouvait motiver le titre La doublure. Et je pense que c'est quelque chose qui est une douleur pour toutes les personnes auxquelles c'est arrivé, c'est d'être ce qu'on appelle un enfant de remplacement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un enfant mort et que les parents finalement décident, ou pas, soit décident, soit par hasard, font un autre enfant, l'acceptent, mais au fond, cet enfant ne peut jamais être aimé comme celui qui a disparu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que la première phrase qu'elle prononce lors du premier entretien, elle dit « J'ai toujours été une doublure ». Et ensuite, elle développe, elle raconte pourquoi. Et effectivement, avant Nikki, il y a eu une autre enfant, et c'était une Romane, fille. C'était une fille aussi. Une fille. Donc ça a aggravé encore la situation. Absolument. Ouais. Qui est décédée à l'âge de 4 ans, je crois, suite à une méningite.
Et la mère de Niki et le père de Niki n'ont plus voulu avoir d'enfants. Et puis les choses ont fait qu'elle est tout de même tombée enceinte. Elle s'est posé beaucoup la question de savoir si elle voulait le garder ou pas. Et puis elle l'a gardé avec bonheur, pensant que tout allait bien se passer. Mais au final, ce couple désirait, c'est retrouver Roman. Et voilà, c'est ça, on ne remplace pas un enfant. Donc c'est déjà la première pierre d'une grande tragédie, qui est la tragédie de Niki Delage. Mais c'est l'une des premières pierres. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la manière dont vous montrez, j'espère que vous avez voulu montrer ça, ou je ne me suis pas trompée, c'est qu'au fond, s'occuper du malheur des autres, c'était pour elle une espèce, de réparation de son propre malheur qu'elle ne voulait pas montrer. Oui, mais c'est souvent comme ça, c'est vrai que ça se passe. S'occuper des autres, c'est s'occuper d'abord de soi, en réalité. Sauf qu'elle est allée très loin dans cette personnalité d'emprunt, mais on comprend pourquoi à la fin, mais on ne peut pas le dire. C'est ça. Vous savez, vous comprendrez tout ce qu'il faut lire ce livre aussi. Parce que c'est, quand vous disiez Pierre Fourneau, tourner les pages, parce que c'est pas... Il y a cette sensation d'enquête quand on lit ce livre, mais il y a aussi un désir, pas policier du coup pour le coup, un désir d'essayer de comprendre qui est vraiment cette femme, à travers à la fois son récit et les témoignages des autres, le témoignage de l'ancien amant, et puis le témoignage de la nourrice qui avait été si importante pour elle, parce qu'au fond, sa mère, c'est dans beaucoup de familles, donc on peut le dire, dans beaucoup de familles aisées, comme on dit, les parents ont un tas de choses à faire, ils ont une vie mondaine, ils ont une vie professionnelle, et ils ne s'occupent pas tellement de leur enfant, sauf que la mère, souvent, tient à garder son statut de mère, et si elle voit que la nourrice est considérée plus comme la mère qu'elle, ça ne se passe pas très bien. Pierre Fourneau, la richesse de ce livre, je vous écoutais toutes les deux tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans c'est les personnages qui existent réellement. Je parlais des livres qui ont une existence propre, mais là, c'est des personnages qui existent. Vous avez même des débats toutes les deux sur savoir qui... est-ce que Fanny et Niki sont amantes? Vous pensez que oui, moi aussi je pensais que oui, mais Samira n'y avait pas pensé. Donc elle a créé des personnages qui presque la dépassent et qui maintenant ont une vraie existence. C'est comme des gens qu'on a croisés dans la vie et une histoire extrêmement poignante, extrêmement forte. Et on peut aussi parler de l'écriture de Samira, parce que je suis particulièrement attentif. On n'a pas parlé. Ce qui est aussi très très fort, c'est que sans que ça pèse sur la construction du récit, il y a aussi l'histoire de Luce. Qui est enceinte, donc c'est pour ça que l'homme l'a quittée puisqu'il ne voulait pas d'enfant, et aussi l'histoire de la narratrice un peu, qui elle aussi a des enfants, donc tout ça est moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans le livre de Samira, c'est la subtilité de la construction. Oui, justement, qui permet de faire vivre ces personnages sans qu'on ait des artifices et on est complètement emporté dans cette histoire. L'atmosphère de cette maison à la campagne, ce huis clos extrêmement pesant, extrêmement... non, c'est une qualité d'écriture extraordinaire. Mais alors, il y a ce moment, en fait, où on a l'impression que le mensonge a tout recouvert. Tout paraît mensonge, justement. Comme vous disiez, vous n'avez pas pensé au fait qu'elle pouvait être amante, mais de toute façon... mais c'est merveilleux de faire naître ça. Vous avez bien montré que cette relation n'était pas claire, quoi. Elle était très évidemment. Complexe. Oui. Plus Fanny, elle rentre le soir chez elle, à la maison, avec son mari... Et... Bien sûr, mais moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est la complexité des relations humaines. C'est fascinant à observer, c'est fascinant à démêler, c'est fascinant à écrire. Oui, forcément. Parce que quand les deux filles arrivent, au début, on a l'impression que Fanny est une sorte de servante. Oui. Elle les accueille, elle fait la cuisine. Oui, c'est vrai. Et puis la fois où elle l'est d'une certaine façon, mais elle n'est pas que ça. Mais par exemple, elle est multiple. La fois où elles insistent pour que Fanny partage le repas, ça n'est pas une bonne idée. Non, pas pour Fanny en tout cas. Non, pas pour Fanny. Non, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'on est aussi dans ce roman, aussi dans le roman des rapports de classe et des équilibres de classe et des renversements de classe. Alors forcément, non, pour Fanny. C'est aussi une histoire de place. C'est une place qu'elle n'a pas envie de prendre. Mais on l'y oblige.
Et rien que l'y obliger, c'est comme asseoir un privilège. Et ça, Fanny, ça la déstabilise totalement. C'est comme si elle perdait sa volonté et sa propre liberté. Donc, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas et personne ne l'entend. Et ça, c'est assez cruel, en fait. Moi, j'ai vu cette scène, finalement, comme une sorte de... Comment dire, d'intuition que, même si Fanny sait tout, elle n'a pas vraiment pardonné à cause de la lutte des classes. Elle n'a pas vraiment pardonné à une femme riche d'avoir joué ce jeu. Bon, vous avez vu un peu les couches successives, mais ça, c'est formidable. Très bien, moi, c'est parfait. Ce dîner m'a impressionné à cause de ça. Mais c'est je suis assez sensible à la lutte des classes. Bon, c'est voilà, on a ça en commun. Et alors, il y a un personnage dont on n'a pas parlé, on a encore un peu de temps, donc on a encore le temps d'en parler. Je n'ai pas encore reçu les menaces de mon réalisateur bien-aimé, qui dit quand il ne reste plus que 5 minutes, parce que Maïka Rekkari, elle, c'est la question du pardon et du non-pardon. On ne parle jamais de Maïka Rekkari. Oui, parce que c'est la question du pardon et du non-pardon. Oui, c'est l'ancienne collègue de Niki, qui, elle, effectivement, oui, elle hésite. Et en fait, c'est comme un balancier, Maïka. Elle hésite entre le... Elle estime que c'est mal, ce qu'elle a fait. Elle aimerait lui pardonner, mais elle a beaucoup de mal à le faire. Donc, elle est sans arrêt comme ça, entre deux rives. C'est un peu là où on se situe tous. Mais moi, je me disais que dans le film, elle était là pour introduire la question du pardon. Oui. Ou pas. Oui, pas forcément. Moi, je la vois plus comme quelque chose qui est comme quelqu'un qui hésiterait. Donc, vous la feriez disparaître de l'histoire ? Non, absolument pas. Elle a son existence propre. Non, absolument pas. Et quand même, je crois que c'est elle qui dit « C'est un privilège de riche de se travestir en pauvre et que les pauvres ne peuvent pas, eux, se travestir en riches. » Mais c'est vrai. Ouais, absolument vrai, c'est page 120, page 213. Absolument. Oui, c'est un privilège. Il faut pouvoir, il faut que ça suive derrière. Il faut que ça suive financièrement, il faut que ça suive à tous les niveaux. Donc oui, c'est un privilège de riche de se travestir en pauvre. Et quand vous avez écrit ce livre, le personnage qui est venu en premier, c'est Niki ? Oui. Évidemment, oui. Niki et Fanny. Et après, vous avez imaginé les cinéastes pour que ça devienne un film, enfin pour que ce soit, Je sais plus vraiment par quelles étapes je suis passée, mais c'est vrai que disons que c'est le couple Niki et Fanny que j'ai installé en premier. Donc vous voyez que vous l'avez vu comme un couple. C'est vrai. Un couple, oui, mais un couple. Ça peut être un couple d'amis. C'est vrai, c'est très complexe, un couple d'amis. Un couple d'inséparables, un couple d'oiseaux, enfin tout ça peut être tout. Et c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que précisément le mot ami ne peut pas marcher, je trouve, dans cette relation. Non, c'est vrai. Soit c'est peut-être une relation d'amour, sexuelle ou non sexuelle, mais d'amour. Soit c'est une relation de soumission qu'on ignore un peu. Ouais. Parce que et Fanny, quand même, elle sait. Oui. Parce qu'il y a cette scène où elles arrivent et elle est en train de suer sang et eau pour ficeler une volaille. Et là, c'est vraiment la montrer comme une domestique, quoi. C'est vraiment parce qu'en plus, c'est une des deux, je ne sais plus si c'est Luce ou l'autre, non, je crois que c'est l'autre, qui se précipite pour l'aider à ficeler. Mais Niki, sûrement pas. Niki, sûrement pas, ouais. Non. Elles peuvent pas. Je pense que l'amitié n'est pas possible parce qu'il y a justement la barrière sociale. Elle est là, elle existe entre elles deux. Et ni l'une ni l'autre n'ose la franchir. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi l'homme refuse d'être filmé ? Certainement parce que c'est un homme public qu'il a envie de s'investir, mais pas vraiment. En fait, il a envie de s'investir à moitié, pas totalement. Pourtant, il dit des choses très intimes sur Niki. Très intime, mais très intéressante, parce qu'on voit en fait que c'est elle qui a mis la main sur lui. Ouais. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il a vécu comme une sorte de parenthèse dans sa vie, parfois une parenthèse enchantée, mais il dit que finalement, cette histoire est irréelle au bout du compte. Ouais. Mais évidemment, elle est doublement irréelle, parce qu'elle est, je pense, irréelle parce qu'il ne savait pas qui elle était. C'est ça.
Ouais. Et elle est irréelle parce qu'ils ont vécu comme dans une espèce de parenthèse C'est ça. assez magnifique en fait. Assez magnifique, mais en même temps accompagné de Nikki qui est comme une ombre en réalité pour lui. C'est de cette façon-là qu'il la voit, comme une ombre. Alors il y a une femme dont on ne va pas beaucoup vous parler, Non, il vaut mieux pas. c'est la nourrice iranienne. Parce que la nourrice iranienne, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter. Oui. Et c'est grâce à elle qu'on comprend, en fait, que cette femme, que cette Nikki, c'est le moment où, pour tout le monde, à mon avis, même si certains ont trouvé que vraiment cet enfoncement dans le mensonge, c'est un truc impossible dans la vie, c'est dégoûtant, c'est le moment où on comprend à quel point elle est une femme blessée et à quel point elle est finalement très sympathique et que sa vie est une tragédie. Oui, tout à fait. Oui, à quel point cette femme n'existe que sous le regard de l'autre, à quel point on ne lui a pas signifié dès le départ qu'elle existait. Donc en fait, c'est pour ça que je parle d'ombre, c'est qu'elle est presque une femme sans visage. Donc elle essaie de récolter comme ça des lambeaux d'identité pour exister, mais elle est cette femme sans visage. Pierre Fourneau, dès que vous avez lu ce manuscrit, vous l'avez trouvé d'emblée totalement réussi, totalement, il n'y avait rien à changer, il n'y avait rien à toucher, À part le titre. à part le titre. Non, il n'y avait rien à changer. Comme je vous le disais, les personnages existaient vraiment. On n'a pas parlé non plus de la maison. Oui. Même le chat existe. Ah oui, la le maison, chat. la maison où on prépare des repas. Le chat me plaît beaucoup en plus. Alors, je sais pas Il y a pourquoi j'ai beaucoup oublié de le repas, chat. il y a de la nourriture, il y a de la sensualité. Donc oui, non, le livre, on est emporté dès le début. On Et mange beaucoup, j'étais non un lecteur, On j'étais mange plus un beaucoup, on mange éditeur. beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on mange beaucoup. Le repas est très important puisque c'est en fait le moment, c'est les seuls moments de vrai partage parce que tout le reste c'est quand même une histoire. Parce qu'elle continue à mentir évidemment devant la caméra. Donc tout le reste c'est quand même une histoire floue. Mais le seul moment en fait de réunion, à part le dîner raté, c'est le moment où on mange. C'est ça. Oui, c'est les moments de partage, les moments où on se retrouve et les moments où on se regarde, justement. Pierre Fourneau, vous êtes très interventionniste ou pas du tout sur les textes de vos Ça auteurs? dépend des romans, là, pas du tout. Ça Mais dépend des Et textes. ça vous arrive Ça dépend parfois de la demande des auteurs, de ce qu'ils Oui. attendent. Oui. Parfois, ils en ont besoin, parfois moins. Et c'est surtout très difficile d'écrire un roman, parce qu'on ne s'en rend pas tellement compte. C'est parfois beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés. Donc, la lecture de l'éditeur peut rassurer. S'il n'intervient pas, ça peut être inquiétant. Donc, il faut s'adapter aux auteurs, Ça, de c'est ce qu'ils bien. demandent. Parce qu'il y a des gens C'est qui vrai. disent, par exemple, Paul Tchaikovsky-Laurent, c'était « je n'interviens jamais ». Et je prends ou Là, je prends. c'était le cas. Je prends, ouais, mais le fait de dire je prends ou je ne prends pas, ça peut être bien. Je veux dire, Samira, quand elle aura écrit 10 livres, même s'il y en a un où vous trouvez qu'il y a un petit truc, c'est pas grave. Elle a déjà une œuvre, ça fait partie de ça. Comme disait Philippe Solers, quand je mets du rouge et qu'on me demande de mettre du bleu, je dis bah non, j'ai mis du rouge. Mais je pense que dans les premiers romans, parfois, c'est bien que l'éditeur interviennent un peu. J'ai eu souvent cette conversation avec Paul Tchaikovsky-Laurent. Je lui disais, mais non, le premier roman, il est un peu boiteux, il aurait pu être mieux, quoi. Il y a des auteurs qui sont très demandeurs, et il y en Ouais. a d'autres beaucoup moins. Et puis voilà, c'est un duo qui se crée et on doit tenir sa place. Alors, Laurent Petit-Mangin, on en a parlé, mais c'est la rentrée, donc vous avez encore du temps. Là, c'est à la librairie tout de suite. Non, mais vraiment, je pourrais dire comme Bernard Pivot, je vous rembourse le livre si vous l'aimez pas, parce que vraiment, c'est un livre qui m'a totalement enthousiasmé, Samira. En général, quand je reçois quelqu'un pour un livre, c'est parce que j'ai aimé le livre. Mais je ne suis pas forcément toujours emportée au point où je l'ai été emportée pour ce « Un jour, j'ai menti » de Samira Sedira. Et quand même, vraiment, alors, c'était pas destiné à être un livre au départ, mais même si ça n'est pas une lecture de plaisir, c'est une lecture de nécessité. Achetez ce livre, des feux dans ces mots, qui sont donc les témoignages des gens qui habitaient près de l'école à Zaratora et qui ont parfois tout vu, parfois pas tout vu. Et pour moi, c'est un livre aussi extrêmement, extrêmement bouleversant. Voilà.
Alors, je remets quand même Samira aussi, parce que je tiens vraiment à ce que vous la disiez. Un jour, j'ai menti, de Samira Sadira. Tout ça, c'est aux éditions La Manufacture de Livres, publié par Pierre Fourniot, notre héros de l'année, meilleur éditeur des trophées de l'édition. Et puis, j'espère que Pierre, vous reviendrez quand même pour parler des livres. Et puis, Samira, j'espère que vous viendrez pour parler du prochain, dont j'espère qu'il est déjà en route. Il est déjà en route. Merci beaucoup à tous les deux.